Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on discute tout en même temps ce que je fasse un petit matcha. L'INSEE a sorti une étude qui est maintenant un petit peu vieille, mais parce qu'en fait, elle a étudié en 2018, enfin pas en 2018, elle a étudié une cohorte de personnes qui ont commencé leur micro-entreprise en 2018 et au bout de 3 ans, elles ont regardé, analysé un petit peu les statistiques. Ce qu'il en est ressorti, c'est que près de la moitié des micro-entrepreneurs qui avaient lancé une entreprise en 2018, eh bien, étaient encore en activité. L'autre moitié avait du coup complètement arrêté. Ah ouais, j'ai du mal à faire 2 choses en même temps, c'est fou ça. OK. On assouplit le fouet. Du coup, cette enquête en fait de l'INSEE, elle est sortie en juillet, je crois, 2023. C'est vraiment la publication la plus récente qu'on a pour le moment sur les statistiques slash les chiffres un petit peu de l'entrepreneuriat et notamment de la micro-entreprise en France. La nouvelle cohorte qui est en train d'être étudiée, elle a commencé en 2022, donc 3 ans plus tard. Donc normalement, on ne devrait pas tarder à avoir les chiffres de cette nouvelle cohorte. Mais du coup, tu vois bien que pour le moment, les chiffres sont pas très récents. Mais il faut pas que tu te fasses de bile parce qu'en fait, toutes ces micro-entreprises qui ont disparu du marché sur ces 3 ans, déjà, premièrement, il y a quand même eu la Covid en plein milieu entre 2018 et 2023. Donc forcément, ça a un petit peu écrémé. Et deuxième chose, il faut prendre en compte qu'il y a pas mal de monde qui lance une micro-entreprise, mais qui en fait, derrière, ne l'utilise pas. Parce que ouvrir une micro-entreprise ne veut pas dire que tu es obligé de gagner des revenus, du chiffre d'affaires. Tu peux avoir, je crois, si je me souviens bien, une micro-entreprise ouverte pendant 1 an sans déclarer quoi que ce soit. Au bout d'1 an, il me semble que l'URSSAF ou je ne sais plus quel organisme la ferme automatiquement. Mais sinon, tu vois, tu peux avoir une micro-entreprise sans générer aucun chiffre d'affaires et tout le monde s'en fiche, quoi. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui ont, je pense, lancé des micro-entreprises en mode on sait jamais, peut-être que, mais qui au final n'en ont jamais eu d'utilité. Et puis, il y a une autre catégorie aussi de personnes. Il y a les personnes qui font du freelancing en même temps qu'elles sont en CDD ou en CDI. Et donc, du coup, en règle générale, ces personnes, c'est soit elles finissent par partir complètement sur du freelancing, soit en fait, elles finissent par prendre un autre poste de CDD, CDI qui est à temps complet. Et du coup, en règle générale, ça se termine assez rapidement. Mon point aujourd'hui, il est de te dire que évidemment, il y a de la concurrence, mais ça, c'est normal et la concurrence n'a rien de nouveau. Au contraire, c'est même plutôt bon signe d'ailleurs. Il est beau le matcha là aujourd'hui. Attendez, je sais pas si vous voyez. Tada. Bah voilà. J'ai accompagné un peu plus de 80 personnes. En vrai, je pense que à l'heure où je vous parle, à mon avis, j'ai accompagné au moins 100 personnes à passer d'une transition professionnelle, donc de passer de salarié à freelance. Et en fait, chez toutes ces personnes, je retrouve souvent un petit peu les mêmes erreurs qui me font dire que telle et telle personne ne va pas réussir en freelance ou alors elle va galérer pendant un bon bout de temps. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur ce sujet-là parce que je pense que mine de rien, c'est quand même intéressant. Si ça peut vous éviter de faire les erreurs que je retrouve souvent et qui font que les gens après ont besoin aussi d'un accompagnement, je me ferme peut-être une porte parce qu'après il y a plus personne qui va vouloir prendre un accompagnement. Donc je vais commencer par vous parler de 3 mauvais départs que j'identifie assez souvent chez des personnes qui rentrent en appel découverte avec moi. Le premier faux départ, j'appelle ça des faux départs parce que c'est des choses qui, dès le début, ça va niet te couper à la racine. Ça se dit pas, c'est pas grave. La première chose, c'est d'avoir entendu, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs, ça peut être n'importe où, que en fait, se lancer en freelance, c'est hyper facile et c'est sûr, c'est garanti. Au bout d'un mois, tu vas gagner 10 000 € en étant sur une plage à Bali et en ayant travaillé maximum 2 heures par jour. Je suis désolée de te dire ça, mais si tu veux te lancer dans le freelancing parce que c'est ça que tu recherches, parce qu'on t'a vendu un petit peu un rêve, oui, il y a des personnes qui vont réussir à faire ça, mais c'est très marginal. Et franchement, j'ai pas de pourcentage exact à te donner, mais voilà, ça doit être de l'ordre de 1 personne sur 100, et encore, je pense que je suis gentille. Donc bien évidemment, faire 10K, il y a aucun souci, c'est carrément possible en freelance, mais dès la fin de ton premier mois, sans avoir investi sur quoi que ce soit, en étant à l'autre bout du monde et en travaillant quasiment pas, je suis désolée de te le dire, mais en règle générale, c'est pas trop possible.
Voilà, désolée, je te casse ton rêve. Après, il y a une autre, transition que je vois aussi assez souvent. Mélange. Il y a aussi pas mal de personnes qui se lancent dans le freelancing par dépit. Du style, elles cherchent par exemple un CDD ou un CDI et elles ne trouvent pas. Donc elles se disent: «Bon, ça fait un petit bout de temps que je passe des entretiens, que ça ne fonctionne pas. Du coup, en attendant, je vais me lancer en freelance». Hem, que dire? Que dire si ce n'est que si déjà, je suis désolée, je vais être un petit peu dure, mais si déjà tu as du mal à trouver un CDD ou un CDI dans ta branche, qu'est-ce qui te fait dire que dans cette même branche, en freelance, tu vas fonctionner et tu vas y arriver? Parce qu'en fait, être en freelance, c'est pas juste déclarer à la terre entière que tu es en freelance, faire un petit post sur LinkedIn histoire de et faire un profil sur Malte. Non, non, il va falloir que tu ailles démarcher, que tu ailles un petit peu communiquer, un petit peu aussi comme si tu étais dans une démarche pour aller chercher, pour aller trouver un emploi. Donc du coup, tu vois bien que l'un dans l'autre, tu peux pas vraiment te dire: «Bah, vas-y, je vais me mettre en freelance en attendant de trouver un job, comme ça je continue à postuler de manière un petit peu molle en plus à côté». Du coup, tu vas être un peu entre 2 eaux. Alors ça fonctionne, je connais un ou 2 voire 3 cas, pour qui ça a très bien fonctionné de faire ça et au final d'ailleurs, ils ne sont jamais retournés dans le salariat, ils sont restés dans le freelancing. Mais encore une fois, c'est un faux départ parce que c'est très marginal. Dans les 3 quarts du temps, tu te tires une balle dans le pied si tu fais ça parce que tu n'es ni très sérieuse sur la partie freelancing, ni très sérieuse sur ta partie, trouver un emploi, trouver un CDD, trouver un CDI. Donc tu es un petit peu entre 2 eaux et à part si tu es extrêmement bien organisée et tu sais exactement comment aller chercher des clients en freelance, bah, en règle générale, il se passe pas grand-chose. Ou aussi si quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un que tu connais ou un ancien collègue ou un ancien, client ou, ton ancien patron, que sais-je, te demande de travailler pour lui en freelance pendant que tu es encore en recherche d'emploi. Là oui, bien sûr, il y a aucun souci. Mais si vraiment tu n'as aucune demande, tu pas trop de réseau et cetera et que tu souhaites te lancer comme ça, c'est pas la meilleure des configurations, vraiment. Et le troisième faux départ pour moi, c'est les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc en freelance là pour le coup, à la suite soit d'une reconversion professionnelle, donc elles testent un nouveau métier qu'elles ne connaissent pas, sur lequel elles n'ont pas encore d'expérience professionnelle en freelance, ou des personnes qui se lancent en freelancing directement à la fin de leurs études sans avoir travaillé. Donc j'entends par là des personnes qui n'ont pas fait d'alternance non plus. Parce que pour moi l'alternance, évidemment, c'est travailler, donc tu accumules de l'expérience. Mais si tu te lances à la suite de tes études et que tu n'as jamais travaillé sur cette activité sur laquelle tu te lances, laisse-moi te dire que ça va être extrêmement long de trouver tes premiers clients ou alors tes premiers clients vont être gratuits, peut-être pas très, très chers du tout par rapport au temps que tu vas investir dessus ou alors ça va être un échange de services. Mais dans tous les cas, les gens ont besoin d'avoir de la preuve sociale et de savoir que tu es crédible, savoir que tu es légitime, savoir que tu sais bien faire en gros ton boulot avant de venir te booker, surtout quand on est en digital. Et donc du coup, tu te doutes bien que si tu te lances sur une activité sur laquelle tu as zéro expérience, bah, tu as tout à prouver. Donc à part tomber sur la pépite rare, ou avoir un petit peu de chance, ou alors connaître quelqu'un avec qui tu peux démarrer, qui est dans ton entourage et cetera, ça va être très, très compliqué au début. Et c'est pareil pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui, avant d'utiliser cette reconversion professionnelle pour un emploi en CDD ou en CDI, se lancent directement en freelance. C'est pareil également, sauf si c'est un métier qui est vraiment connexe à celui que tu faisais déjà. Typiquement, par exemple, si avant tu étais dans la com et maintenant tu bosses dans le marketing, bon, on est sur des métiers qui sont relativement proches les uns des autres, donc tu vas pouvoir convaincre. Mais si tu étais community manager et que tu es passé développeur, bon, bah là, potentiellement, il y a quand même un monde entre les 2, OK? Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, si vous voulez vraiment vous lancer en freelance et que vous n'avez pas du tout d'expérience, c'est de rapidement emmagasiner de la preuve sociale en travaillant pour quelqu'un, soit gratuitement pour vos premiers, voire deuxième, voire troisième grand maximum clients et évidemment pas à vita aeternam, hein, c'est juste des petits contrats pour avoir des avis et des retours sur votre travail et vous faire la main. Ou alors de trouver un échange de bons procédés. Par exemple, si vous faites du community management, vous pouvez faire du community management pour quelqu'un qui, elle, est en freelance aussi et qui a des compétences en administratif et elle vous gère votre administratif en attendant. C'est un peu du troc de service, en gros. Ou alors, la troisième solution, ça va être de trouver un petit client et de lui faire payer vraiment une prestation pas chère du tout, juste histoire de commencer. Mais il faut très rapidement que vous emmagasiniez de la preuve, de la vraie preuve sociale, et à côté que vous travaillez aussi de la preuve sociale fictive. Parce que sinon, vous allez
jamais vous en sortir. C'est vraiment je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous ai dit là au tout début de cette vidéo un petit peu les statistiques. Donc si vous voulez tirer votre épingle du jeu, il va falloir faire les choses dans les règles du jeu. Ça fait beaucoup de jeux. Une des erreurs que je vois le plus souvent chez les personnes qui se lancent en freelance et qui n'arrivent pas en fait à fonctionner, c'est vraiment le truc de se dire: «Le client va tomber du ciel, je vais attendre» entre guillemets que le client tombe du ciel. Alors évidemment, tu ne te dis pas ça dans ta tête, mais ça va se matérialiser par le fait d'avoir, en règle générale, une page Malte ou une page sur d'autres plateformes de freelance et puis de postuler à des offres d'emploi de freelance que tu trouves sur d'autres plateformes style LinkedIn ou autre et en gros, bah, attendre un petit peu qu'il y ait un client qui te tombe sur le coin de la figure. Laisse-moi te dire que je suis désolée, ça ne fonctionne pas et où c'est très difficile de récupérer, en fait, une mission comme ça. Moi, la première, j'ai été la première à me dire: «Bah, voilà, j'ai fait mon profil sur, Malte, je postule, c'est sûr, je vais trouver». C'est comme, trouver un CDD ou un CDI. Non, ça ne fonctionne pas, en fait, comme ça. C'est très difficile, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de freelance sur le marché et tu te doutes bien que si tous les freelances fonctionnent comme toi et que tout le monde met sa petite page Malte ou sur une autre plateforme et puis postule à des offres d'emploi, bah, en fait, tu es en concurrence avec des centaines, voire des milliers de freelances. Un petit peu comme si d'ailleurs tu postulais à un emploi, à un job en CDD ou en CDI. Donc ça, c'est vraiment une des erreurs fatales que je vois, c'est d'être dans l'attente que le client vienne à toi. À partir du moment où tu es ta propre entreprise, tu es ton propre patron, eh bien, en fait, tu as le devoir d'aller chercher toi-même ton client d'une manière ou d'une autre. Il faut bien garder ça en tête, c'est que quand on se lance en freelance, eh bien, en fait, on est responsable de sa propre entreprise. Et sa propre entreprise, c'est soi. Donc, si à la fin du mois, tu n'es pas allé prospecter, tu n'as pas communiqué d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas activé ton réseau, en gros, tu ne t'es pas bougé, eh bien, c'est normal qu'il n'y ait pas de clients aussi à la fin du mois. OK. Une erreur que je vois également chez beaucoup de freelances, qui viennent tout juste de se lancer eh bien, en fait, c'est vraiment cette peur de passer à l'action et du coup, dans cette peur de passer à l'action, ça va se matérialiser en règle générale par, le fait de faire plein de petites tâches à faible valeur ajoutée, voire même des grosses tâches. Donc en gros, s'occuper au maximum sur des trucs qui vont pas être les plus utiles et tu le sais en plus que c'est pas le plus utile là tout de suite maintenant, par peur d'aller faire les choses qui vont te rapprocher de peut-être avoir un client. Exemple, tu fais un logo alors que tu es, je sais pas, si tu es consultante en marketing, tu as pas forcément besoin de logo, par exemple. Ou, tu es consultant en SEO, c'est pareil, tu n'as pas besoin d'avoir un logo. Donc tu refais ton logo pour la 4e fois, tu refais tes offres pour la 2e fois, tu t'attelles à te faire un site internet où il y a aucun trafic dessus et tu refais, tes pages, toutes les semaines. Mais en fait, ce sont des actions qui ne te rapportent pas de clients là, tout de suite, directement. Et tout ça, tu le fais parce que tu ne veux pas faire les choses ou que tu as peur de faire c'est surtout ça, tu as peur de faire les choses qui ramènent des clients, c'est-à-dire aller prospecter, donc potentiellement envoyer des messages, envoyer des mails, ça peut même être appeler, voire même te déplacer s'il faut, ou encore communiquer, donc faire des posts sur n'importe lequel réseau social que tu souhaites. Je sais, c'est pas facile, mais en fait, ça fait partie d'un tout. Pour être à ton compte, pour être un freelance qui fonctionne, bah, il y a un moment, t'as pas beaucoup le choix. Si tu veux aller trouver des clients, tu dois jouer dans les règles du jeu. Et de faire toutes ces petites tâches à faible valeur ajoutée, bah, ça t'éloigne plus qu'autre chose de ton but qui est, in fine, de trouver des clients et d'avoir du chiffre d'affaires. Alors après, il y a 2 erreurs que je vois souvent qui sont assez, connexes dans le sens où c'est en fait un petit peu 2 états d'esprit. Il y a la personne qui va se dire: «OK, j'ai compris, il faut que j'aille chercher des clients, je me bouge, je passe à l'action». Donc ça, c'est super. Cette personne va communiquer, cette personne va aller prospecter, peut-être envoyer des messages, appeler, envoyer des mails. Sauf que cette personne-là, eh bien, elle n'a pas défini de cible et elle ne sait pas, en fait, à qui elle veut vendre ses services. Du coup, elle démarche un petit peu tout le monde. Si, par exemple, elle démarche avec son profil LinkedIn, bah, sur son profil LinkedIn, on ne sait pas pour qui elle travaille puisqu'elle n'a pas défini de cible. Et donc, en fait, ça, c'est pas sexy, ça donne pas envie pour une entreprise. Donc ça, c'est aussi se tirer une balle dans le pied, mine de rien. Et mon deuxième point là-dessus, c'est justement de prospecter de façon molle. Moi, la première, au tout début, quand il a fallu que je prospecte pour aller chercher des clients, surtout quand il a fallu faire du démarchage froid, donc aller envoyer des messages à des gens qui ne me connaissent pas, franchement, j'avais la trouille, voilà. J'avais peur, je me disais: «Bon, bah, qu'est-ce que ces gens vont penser? Et si ça ne me répond pas? Blablabla». Je me trouvais toutes les excuses du monde pour pas le faire
Le jour où j'ai envoyé mon premier message, j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. En fait, le premier message, c'est un des messages les plus durs. Comme c'est une tâche où je m'étais convaincue que je n'aimais pas ça et que je ne voulais pas le faire, eh bien, en fait, j'y suis vraiment allée à reculons. C'est-à-dire qu'au tout début, pendant, je dirais, au moins 2, ouais, mais 2 voire 3 premiers mois de prospection froide, sachant qu'à l'époque, je suivais un accompagnement, j'avais payé un accompagnement justement pour obtenir toute cette partie un peu plus, prospection et commerciale qui me manquait légèrement et pour me mettre un gros coup de pied aux fesses, c'était surtout ça. Bah, en fait, j'y allais de façon ultra molle, quoi. J'envoyais des petits messages par-ci, par-là, il y avait pas de suivi, j'avais pas de relance, il y avait rien. Donc forcément, bah, quand tu fais plein de petites actions à droite à gauche, mais il y a pas d'intention derrière, bah, il se passe pas grand-chose. Et donc dans ces 2 voire 3 premiers mois, bah, ma prospection froide, elle a en vrai strictement rien donné. Alors heureusement, à côté, je faisais du contenu et j'avais du coup des des personnes qui tombaient, sur mon contenu, qui tombaient sur mon profil, qui étaient intéressées, qui venaient me contacter entre guillemets «d'eux-mêmes» ou alors à qui j'envoyais un message parce qu'ils avaient interagi sur un post, sur mon compte et cetera. Mais heureusement que je faisais ça, parce que sinon, j'avais toujours pas de clients, en fait. Au tout début où j'ai lancé l'accompagnement, l'accélérateur freelance, j'ai eu plusieurs profils en appel découverte qui étaient donc des anciens salariés qui venaient de se lancer en freelance. Et ces profils-là, ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils étaient convaincus d'avoir besoin d'investir dans des compétences métiers. En fait, ils avaient et pas parce qu'ils avaient pas d'expérience, hein, parce qu'en règle générale, c'est des personnes qui avaient entre 5 à 10 années d'expérience. Ces personnes-là, elles étaient blindées sur leur boulot, elles avaient des super références et cetera. Mais en fait, elles se disaient: «Non mais c'est pas possible, je vais jamais trouver quelqu'un en freelance. Je ne mérite pas peut-être même quelqu'un. Je ne mérite pas une mission en freelance. Pourquoi moi plutôt qu'un autre ou qu'une autre?» Et du coup, ces gens-là se sont dit: «Bah, en fait, il faut que je m'améliore encore plus pour aller trouver des clients». Mais si tu te rappelles bien, dans la toute première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, je t'ai dit que être le meilleur, ça ne suffit pas et qu'en règle générale, même être le meilleur, surtout en freelance, c'est pas ça qui te garantit d'avoir des clients. Donc effectivement, tu peux, te former de temps en temps sur des petites compétences qui te manquent par-ci par-là pour étoffer, en fait, ce que tu proposes comme offre, mais ne va pas prendre des formations métiers sur un métier que tu maîtrises déjà. Alors qu'à côté, tu ne maîtrises pas la prospection, la communication, le fait de choisir une cible, de créer une offre et cetera. Si vraiment tu as besoin d'investir dans des compétences quand tu te lances en freelance, en dehors du fait que tu n'aies pas d'expérience professionnelle, si tu as pas d'expérience professionnelle, bien entendu, forme-toi. Mais si tu as déjà de l'expérience professionnelle, ben, il faut que tu te formes, donc que tu suives un accompagnement ou une formation sur le fait d'être freelance, sur le fait d'être ta propre boîte, donc sur le fait de prospecter, communiquer, aller chercher des clients, définir sa cible, définir son offre, définir sa niche, sa spécialisation, son positionnement, son personal branding et cetera et cetera. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font et moi la première. Quand j'ai lancé mon accompagnement, l'accélérateur freelance, au tout début, j'ai un petit peu honte de le dire, mais il y avait une de mes concurrentes, alors une grosse concurrente, hein, une grosse pompe du milieu dans le sens où, je n'ai rien à voir avec elle, elle est bien plus évoluée que moi, mais en fait, elle représente un idéal que j'adorerais atteindre. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est génial, quelque part en vrai je l'admire et donc du coup, je me suis dit: «Bah, je veux avoir le même business qu'elle, je veux avoir la même vie qu'elle, je veux avoir la même clientèle qu'elle, je veux avoir la même communication qu'elle, la même facilité à convertir qu'elle et cetera». Sauf que cette personne, ça faisait déjà 2 ans qu'elle était dans le business, ça faisait 2 ans qu'elle construisait tout ça. Le premier truc que je me suis dit, c'est: «Je veux exactement le même business qu'elle, le même business model qu'elle». Et du coup, j'ai commencé à faire évoluer toute mon offre, toute ma communication, toute ma prospection aussi, à calquer ça, en fait, sur ce qu'elle, elle faisait. En mode, comme si j'étais sa jumelle, quoi. Comme si je faisais un copier-coller conforme. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. De un parce qu'on n'a pas la même personnalité. De 2 parce qu'on n'a pas non plus les mêmes expériences, que ce soit professionnelles, personnelles et le même vécu. De 3 parce que mine de rien, même si cette personne, je l'admire, on n'a peut-être pas exactement la même vision. De 4 parce que je ne sais absolument pas comment ça se passe réellement dans son business. Et puis de 5 tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir un business qui est exactement le même à l'identique que quelqu'un d'autre, puisque vous ne pouvez pas communiquer de la même façon, vous ne pouvez pas prospecter de la même façon. Et dans ce cas-là, si cette personne elle est beaucoup plus évoluée que vous et qu'elle est là depuis plus longtemps, elle aura toujours plus de clients que vous et vous, vous aurez toujours rien. Ça ne peut pas fonctionner.
Donc je vous encourage vraiment à aller vous inspirer si vous voulez de la concurrence. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. À aller vous inspirer de la concurrence française, mais aussi à l'étranger, aux US, en Angleterre, etc., etc. Mais à ne pas copier-coller à l'identique le business de vos concurrents. Ça vous desservira plus qu'autre chose. Croyez-en mon expérience. Alors ça, c'est une erreur que je vois passer chez quasiment tous les freelances. Moi, jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas arrivé. Je sais pas comment c'est possible, mais ça ne m'est pas encore arrivé. Heu, Bah, ouais, j'avoue, je sais pas comment c'est possible. Soif? En gros, c'est un petit peu un cercle vicieux. C'est de se dire: «OK, je viens de commencer en freelance, j'ai quand même un petit peu d'années d'expérience. Je vais signer mon premier client, mais je peux pas lui proposer le tarif que j'ai en tête. C'est pas possible, il va pas me penser crédible. Il sait que derrière je fais pas le boulot, que je suis une nouvelle freelance et cetera. C'est pas parce que vous vous lancez en freelance que toute votre expérience professionnelle d'avant, elle disparaît. Au contraire, elle est toujours là. Donc arrêtez de baisser vos prix constamment pour aller décrocher un nouveau client, pour faire plaisir à un tel et un tel. Hem de toutes les conversations que j'ai eues avec des personnes qui se sont lancées en freelance, qui ont baissé leurs prix, qui ont fait des gros efforts commerciaux. Alors je te parle pas de faire évidemment moins de 10 parce que tu fais ça pour ta famille, quoi que ce soit. Là, je parle vraiment de vraiment baisser et tirer ses prix vers le bas. Bah, à chaque fois, ce sont les clients les plus relous que tu peux avoir. Les gens, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. À partir du moment où quelqu'un a réussi à baisser vraiment énormément le prix d'une prestation, ça veut dire que cette personne-là, de base, ne voit pas la valeur dans ce que tu proposes. Et donc, elle va toujours venir t'enquiquiner sur tous les sujets possibles et inimaginables. Et toi, en plus, tu vas passer un mauvais temps, puisque cette personne risque de te demander souvent beaucoup d'allers-retours, beaucoup de temps, beaucoup de gestion de projet, beaucoup de communication, alors que toi, tu es clairement sous-payé, ça va t'énerver et tu vas peut-être pas aussi délivrer une prestation d'aussi bonne qualité que ce que tu aurais dû. OK? Donc attention à ne pas toujours baisser ses prix. Je suis d'accord, c'est très tentant de le faire, mais vraiment, tu risques de tomber sur les pires clients. Une erreur, je ne sais pas si je peux appeler ça une erreur, mais c'est plutôt, je pense, un manque d'information. De nos jours, la plupart des personnes qui se lancent en freelance, en prestation de service, se lancent en digital. C'est-à-dire que tu demandes à des prospects qui sont derrière leur ordinateur de te faire confiance et d'acheter un service sur le bien fondé de ce que tu as l'air de proposer. C'est très compliqué pour quelqu'un de te croire et de faire un acte de bonne foi. Mon propos ici, c'est de te dire attention à bien appuyer sur ta crédibilité, sur ta légitimité. Tu demandes à des gens qui sont derrière leur ordinateur de venir acheter ton service ou tes services. Tu leur demandes de faire un acte de foi avec leur argent, puisque tu leur demandes d'acheter quelque chose qui n'est pas vraiment tangible. Un service, c'est pas tangible, tu ne l'as pas entre les mains. Et en plus, derrière leur ordinateur, ils t'ont jamais rencontré en réel, la confiance est pas forcément, là, tu vois? Donc la meilleure chose que tu peux faire dès aujourd'hui, même avant de te lancer en freelance, même si tu es salarié là actuellement et que tu penses et tu songes à te lancer en freelance, c'est de réunir ce qu'on appelle de la preuve sociale. C'est-à-dire des avis, des témoignages d'anciens clients ou de personnes pour qui tu as déjà travaillé, ça peut même être de ton ancien patron, de tes collègues, de tes anciens clients, de récupérer également des résultats, de montrer des avant-après si c'est possible dans ton métier ou de montrer des chiffres. En fait, de récupérer un maximum d'informations qui montrent que tu sais faire ton travail et que tu as les résultats que tes futurs clients vont attendre. Parce qu'il y a rien de mieux que la preuve sociale pour venir te crédibiliser aux yeux de tes futurs clients. Le point sur lequel je veux appuyer là, c'est de ne pas négliger la preuve sociale. Tu en as besoin pour être un freelance qui fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu te lances en freelance et que tu n'as pas d'expérience sur l'activité sur laquelle tu te lances, ou tu fais une reconversion professionnelle et tu te lances directement en freelance, bah en fait c'est encore plus difficile pour les gens de venir booker tes services parce que bah, de un, tu n'as pas l'expérience et de deux, tu n'as pas non plus de preuve sociale. Donc très compliqué. Alors maintenant, tu peux faire ce que j'appelle de la preuve sociale fictive, c'est-à-dire que tu peux faire des décryptages, tu peux faire des avant-après pour des entreprises ou des marques pour lesquelles tu n'as pas réellement travaillé, en le mentionnant bien évidemment, pour montrer ton travail. Mais quand tu n'as pas d'expérience, tu demandes vraiment aux gens de faire un acte de bonne foi en prenant tes services. Donc il faut mettre la tartine en fait en preuve sociale
même si elle est fictive. Après, alors là, franchement, il y a pas de débat, mais ça, c'est un truc, je trouve ça dingue. Il y a encore des gens en 2026 qui me disent: «Mais pourquoi je me mettrais sur les réseaux sociaux pour aller trouver des clients?» Mind blowing. Come on guys. Bah, f est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce point? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que les réseaux sociaux sont des immenses bases de données accessibles gratuitement à qui le veut? Heu, est-ce qu'il y a d'abord, je sais pas. Utiliser Instagram, c'est gratuit. Utiliser YouTube, c'est gratuit. Utiliser LinkedIn, c'est gratuit. Utiliser Twitter, c'est gratuit. Alors évidemment, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Évidemment, tu payes avec tes données. On est bien d'accord là-dessus. Là n'est pas le sujet. Mon point, c'est que sur tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, tu peux aller trouver des clients et tu peux aller contacter des clients gratuitement. Que demande le peuple, en fait? Et surtout, en dehors de pouvoir aller les contacter, c'est que tu peux aller les toucher parce que évidemment envoyer des mails, tu peux envoyer des emails à la terre entière. Mais encore une fois, si tu envoies des emails froids, les gens ne te connaissent pas. En règle générale, il se passe pas énormément de choses. C'est pareil, tu peux prendre ton téléphone et appeler qui tu veux, tu peux trouver plein de numéros de téléphone en ligne, mais tu auras pas forcément beaucoup de retours. Là, tu peux montrer ton travail, tu peux montrer ta preuve sociale, tu peux, montrer qui tu es aux yeux de tous pour venir attirer à toi gratuitement des clients, des personnes qui seraient intéressées par ton travail. Moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens encore en 2026 qui se demandent pourquoi les réseaux sociaux, c'est important quand on est en freelance. Voilà, je j'ai pas envie de développer ce point parce que franchement pour moi ça coule de source. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais vraiment, c'est accessible à tout le monde, quoi. Alors ça, c'est une mini petite parenthèse que j'aimerais faire, mais qui est quelque chose aussi qui est très important pour les nouveaux freelances, les personnes qui veulent se lancer en freelance, c'est de sous-estimer l'IA. On a beau tergiverser 36 000 ans sur l'IA, être pour, être contre, et cetera. Force est de constater que c'est quelque chose qui nous envahit en ce moment au quotidien et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. L'IA va continuer à se répandre. Du coup, aujourd'hui, tu ne peux pas travailler en freelance sans utiliser l'IA d'une manière ou d'une autre. Je ne te dis pas de l'utiliser à fond les ballons et de qu'elle fasse tout à ta place, là n'est pas la question, mais l'IA te permet d'aller plus vite sur certaines tâches qui sont chronophages et même d'autres qui ne le sont pas, de pouvoir délivrer aussi plus rapidement. Donc pourquoi dormir dessus? Et de toute façon, c'est le futur, que tu aimes ou que tu aimes pas. L'IA, on va pas y échapper, ça va faire partie de notre vie. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc pour moi, c'est vraiment important de venir l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans ton travail. Tu n'as pas besoin de l'intégrer dans tes offres, tu as pas besoin de dire que tu fais telle et telle chose avec de l'IA ou que tu lui donnes, tel ou tel truc qui est à base d'IA, mais toi de l'utiliser dans tes process et tes méthodes pour tout simplement aller plus vite, pouvoir délivrer plus vite, avoir du coup plus de clients si c'est ton choix et même si de ne pas avoir plus de clients, de te retirer une partie de tâches qui sont chronophages. Il y a un an, il y a une personne qui est venue en entretien découverte avec moi, donc en appel commercial, et qui me dit: «Oui voilà Laurie, je viens de me lancer en freelance. Je n'ai aucune expérience professionnelle sur le métier sur lequel je veux me lancer. Vraiment, je pars de rien. Je veux, en 30 jours, avoir 3 clients et gagner», je crois qu'il m'avait dit 5 ou 10 000 €, quelque chose comme ça. Là, je l'ai regardé. Pa pardon? Et voilà, j'ai gentiment dit à cette personne: «Écoute, ce n'est pas possible. Moi, j'ai un accompagnement qui est sur 3 mois. Alors évidemment, je peux être souple, il y a pas de souci. Mais là, tu me demandes de m'engager sur le fait qu'en 30 jours, tu vas trouver 3 clients et tu vas gagner minimum 5 000 € sur une activité sur laquelle tu n'as aucune expérience. Je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible». Voilà. Je m'en suis débarrassée je m'en suis débarrassée comme j'ai pu. Mais je me suis notée, petite maligne que je suis, de recontacter plus tard cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne m'a dit: «Bah, écoute, si tu peux pas m'aider, dans tous les cas, moi, je sais ce qu'il faut faire, je vais me débrouiller». Je fais: «OK, whatever». Il me dit: «C'est sûr, voilà, dans 1 mois, j'aurai tout bon». J'ai noté dans mon CRM de recontacter cette personne 2 mois plus tard, 2 mois après que cette personne m'ait dit qu'elle allait se lancer toute seule, qu'elle allait se débrouiller. 2 mois plus tard, je lui envoie un petit message sur LinkedIn. Tu sais pas ce que cette personne me dit? Cette personne me dit mot pour mot: «Effectivement, j'en suis toujours au point zéro, je n'ai strictement pas avancé. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais raison». Ah! J'adore quand on me dit que j'ai raison.
Non, mais alors là, c'est pas pour vous dire que j'ai toujours raison. Mon point, c'est que tout faire dans l'urgence et vouloir que tout te tombe dessus très rapidement va juste te faire brûler des étapes et pas forcément te permettre d'avoir des clients plus rapidement. En fait, il faut que tu saches que communiquer, par exemple, faire des posts sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur YouTube, prospecter, commencer à acquérir des clients, ça prend un petit peu de temps. C'est pas en un mois que d'un seul coup tu as, 36 000 clients qui vont te tomber dessus. Évidemment qu'en un mois, tu peux déjà avoir eu des appels découverts, donc des appels commerciaux, mais en règle générale, quand là, comme le monsieur qui était venu me voir, il avait 0 expérience sur le sujet, il avait pas défini de cible, il avait pas d'offre, il avait pas de spécialisation, pas de positionnement, il y avait vraiment tout à construire. Si tu as tout à construire, tu ne peux pas espérer en un mois gagner le double ou le triple de ton salaire actuel de CDD ou CDI. Ce n'est pas possible. Enfin, je te le souhaite, mais c'est quand même pas possible. Je te le souhaite, en tout cas. Mon point, c'est que si tu veux te lancer en freelance et que tu es encore salarié, il y a 2 solutions. Soit tu commences à construire toutes les bases du freelancing pour que quand tu te lances, eh bien, effectivement, en 1 mois, 2 mois, grand max, tu puisses avoir tes premiers clients parce que tu as déjà ta cible, ta spécialisation, ton offre, tu as optimisé tes profils sur les canaux sur lesquels tu vas communiquer, tu as commencé à faire un petit peu de contenu, et cetera. Tu as vraiment posé, la base des bases et tu as mis tes petites billes pour commencer. Ça, c'est la première façon de faire. Ou alors c'est tu arrêtes effectivement ton CDD ou ton CDI et par contre, eh bien, je t'invite à avoir un petit peu d'argent de côté parce qu'en règle générale, ce que j'observe chez la plupart des personnes, c'est qu'il faut minimum entre 2 à 3 mois pour commencer à avoir tes premiers contacts, tes premiers retours. Évidemment, c'est très variable en fonction de ta cible et de ton secteur d'activité et de ton activité, mais c'est ce que j'observe en moyenne chez les coachés que j'accompagne. Tout ça pour te dire que l'acquisition et la communication, ça prend un petit peu de temps et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mon avant-dernier point, c'est qu'il y a beaucoup trop de freelances qui abandonnent trop tôt. Ça rejoint un petit peu le point d'avant où je te disais que tu peux pas avoir les choses aussi rapidement que ça. Et bien, quelque part, c'est dans la même veine. Dans le sens où, par exemple, si demain tu commences à faire de la prospection froide, tu envoies des messages sur LinkedIn toutes les semaines à des personnes pour essayer de vendre tes services. Ce n'est pas en testant ton message de prospection 2 semaines et en ayant envoyé 20 messages que tu auras un échantillon assez exact de si ce que tu fais est bien, bon, mauvais ou pas. Et là, si tu abandonnes au bout de 2 semaines en te disant: «Non, la prospection froide, c'est pas pour moi, j'ai pas de retour», mais en fait, tu n'as encore pas assez testé. Tu as pas testé les accroches, tu as pas testé les messages, tu n'as pas testé de relance et tu ne l'as pas fait pendant assez longtemps pour commencer à avoir un résultat et sur assez de monde. Tu as en fait abandonné trop tôt, vraiment. C'est pareil, si demain tu te dis: «Bon bah, j'ai besoin d'avoir, des clients, mais moi prospecter, comme ça, froidement, c'est vraiment pas pour moi. Je vais faire des petits posts». Je vais, poster par exemple sur LinkedIn. Je vais poster, allez, 1 fois par semaine sur LinkedIn parce que j'ai vraiment pas le temps de faire plus. Je poste 1 fois par semaine. Si au bout d'1 mois, tu ne vois pas de résultat, tu n'as personne qui t'a contacté comme ça, encore une fois, tu abandonnes trop tôt. Tu abandonnes trop tôt parce que tu n'as pas fait assez. Si tu ne publies qu'1 seule fois par semaine, tu as le droit, il y a aucun souci. En 1 mois, tu auras publié 4 posts. 4 posts, c'est pas assez pour ramener un certain nombre de personnes, pour voir si ce que tu proposes comme contenu est intéressant et est apprécié de ta cible. Tu as pas assez testé, en fait. Et si tu ne fais que poster et que tu ne vas pas engager chez d'autres personnes en commentaire, que tu vas pas envoyer quand même un petit peu de messages, que tu réponds pas aux commentaires sous tes propres posts, bah, il va pas se passer grand chose non plus, en fait. Donc encore une fois, tu auras abandonné trop tôt. Vraiment, la patience en freelance, c'est clé, OK? C'est une qualité clé, une compétence clé à venir développer. Tu vas en avoir grandement besoin. Et enfin, mon dernier point, ça c'est pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont peur ou alors qui se sont déjà lancés et qui galèrent. Franchement, entourez-vous. Entourez-vous de la façon dont vous le souhaitez. Ça peut être parce que vos proches comprennent ce que vous faites et vous soutiennent. Ça peut être,
de vous inscrire dans une association ou dans un réseau de freelance autour de chez vous pour avoir d'autres pairs, d'autres personnes qui sont aussi en freelance. Ça peut être de contacter, sur LinkedIn ou Instagram des freelances qui sont dans la même ville que vous pour, faire des petits cafés avec eux de temps en temps pour histoire de vous serrer les coudes. Ça peut être d'avoir des personnes dans votre entourage qui sont également en freelance. En fait, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes et qui vous portent vers le haut. Moi, au tout début, j'aurais jamais pu me lancer en freelance si j'avais pas eu déjà un point de contact, quelqu'un qui était dans mon entourage, qui était en freelance. Mon conjoint est en freelance depuis bien plus longtemps que moi et c'est grâce à lui que je me suis lancée aussi en freelance. Et je l'aurais jamais fait avant parce qu'en fait, je ne connaissais personne qui était en freelance. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait avant de rencontrer mon mec, encore une fois. À l'heure où je vous parle, il y a toujours personne dans mon entourage qui est en freelance. J'ai un peu de mal, moi, personnellement, c'est à titre vraiment très personnel, j'ai du mal un peu avec tout ce qui est réseau de freelance, networking, et cetera. J'ai déjà essayé, c'est pas trop pour moi. Pourtant, je suis extravertie, hein, mais c'est pas pour moi du tout. Et j'ai des contacts dans la ville où je suis, donc à La Rochelle, avec des personnes qui sont aussi en freelance, que je vois de temps en temps, ça c'est génial. Et ces personnes-là, on s'est contactées sur LinkedIn. Mais le truc le mieux que j'ai, c'est tout simplement que mon conjoint est freelance. On travaille tous les 2 depuis chez nous. Alors je dis pas qu'il faut absolument que vous ayez ça, parce que là, j'ai vraiment eu de la chance. Mais du coup, on se soutient aussi quelque part sur ce sujet-là. Et ça, je trouve ça génial parce que franchement, dans les coups durs, dans les moments où c'est difficile, dans les moments où tu doutes, dans les moments où, tu pas envie de te lever le matin ou alors, tu pas envie de faire, cette tâche ou cette tâche-ci que tu pas qui a l'air relou en fait, tu quelqu'un sur qui compter, tu quelqu'un qui va te cheer up un petit peu et qui va te motiver en fait tout simplement et ça c'est génial. Donc évidemment, moi j'ai la chance que ça soit mon conjoint, mais ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être d'autres freelances dans votre ville ou d'autres freelances même en digital, il y a pas de souci. Mais je vous invite vraiment à vous entourer parce que on travaille majoritairement quand on est en freelance à distance, en télétravail, ce qui est génial. Ça, il y a pas de doute, en termes de liberté géographique et en termes de liberté temporelle. Mais en fait, rien ne remplace aussi l'humain et il y a forcément un moment où vous allez vous sentir seul. Et je peux vous assurer aussi que dans les moments où tout va bien, comme dans les moments où tout va mal, vous allez être content d'avoir quelqu'un avec qui en parler, d'avoir quelqu'un qui vous soutient, d'avoir quelqu'un qui vous motive et qui vous challenge. Et oui, j'ai pas pensé, mais ça peut même être un partenaire de business aussi, hein, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait grandement. Merci d'avance. Et si vous êtes déjà lancé en freelance, dites-moi en commentaire les choses qui vous ont gêné au début et qui ont fait que vous n'avanciez pas et que vous n'aviez pas de résultats. Et si vous n'êtes pas encore freelance, que vous êtes salarié et que vous avez envie de vous lancer, dites-moi en commentaire les choses qui vous font peur dans le fait de vous lancer en freelance. Peut-être que ça fera du coup l'objet d'une future vidéo. À bientôt!